Je vais, avant de donner le programme, remercier les organisateurs, le président, M. J, de nous avoir surtout coopté pour animer cette conférence. Et remercier les responsables de l'école, le directeur général M. Ibrahim Meng. Remercier aussi M. Elhadji Dibokor, qui est responsable ici à Thiès, et notre ami accompagnateur M. Diakhaté, sans oublier Mahtar et ses collaborateurs. Ce sujet sera traité par M. Wad Chimère Wad, qui est professeur à ENSUP. Il est expert comptable, intervenant dans plusieurs institutions, conseiller aussi de plusieurs sociétés à Dakar. Donc vous savez très bien que vous avez affaire avec un expert. Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Wad pour vous parler du contentieux fiscal au Sénégal. Vous avez la parole, chers collègues. Bonjour à tout le monde. Comme l'a si bien dit M. Diop Aïnina, je remercie d'abord les étudiants de Campus Thiès d'avoir choisi ma personne pour faire l'exposé de ce thème extrêmement important qui est la gestion du contentieux fiscal. C'est un thème généralement qu'on ne traite même pas dans les amphithéâtres parce que c'est tellement particulier qu'il faut prêter une attention particulière à ce thème. Pourquoi? La quasi-totalité des sociétés sénégalaises aujourd'hui connaissent une forte pression fiscale. Prenons la presse. Toutes les entreprises de presse aujourd'hui, leurs comptes bancaires sont bloqués. Pourquoi? Il y a des problématiques ou des problèmes qu'ils ont avec l'administration fiscale. Pourquoi? Le premier point qui est important, le Sénégal est dans un contexte de système déclaratif. Qu'est-ce qu'on appelle système déclaratif? Le système déclaratif, c'est à moi, contribuable, après la création de ma société, d'aller souscrire à toutes mes obligations fiscales. Je donne un cas d'école. Vous créez votre société, vous faites votre déclaration d'existence et de demande de COFI, vous vous acquittez de toutes vos obligations fiscales, vous déclarez chaque mois, chaque trimestre et les déclarations annuelles, vous exercez votre activité pendant 4 ans et vous recevez l'administration fiscale pour un contrôle. Parce qu'avant de parler de contentieux, on parle de contrôle. Parce que c'est le contrôle qui débouche à un contentieux. Maintenant, si l'administration fiscale vous envoie un avis, ce qu'on appelle avis de vérification de comptabilité, ENSUP, excuse-moi de prendre votre école comme exemple, ENSUP aujourd'hui reçoit par exemple un courrier des impôts où on dit ENSUP, on vient vous contrôler sur les 4 dernières années. Cette ENSUP déclare chaque mois ses impôts, ses déclarations de TVA, de VRS, de BRS, entre autres déclarations. ENSUP reçoit un avis de vérification de comptabilité. Généralement, nous, quand on reçoit un avis, on ne s'intéresse pas sur la ligne de conduite à tenir par rapport à la réception de cet avis-là. Et c'est très important. La première chose à vérifier, est-ce que l'avis comporte toutes les mentions obligatoires édictées par l'article 582 qui nous dit un avis de vérification de comptabilité doit comporter toutes ces mentions obligatoires, notamment quelles sont les périodes qui sont soumises à vérification, quels sont les impôts et taxes que l'administration fiscale cherche à vérifier. Est-ce que dans l'avis de vérification, il est mentionné que vous avez le droit d'être assisté par 1 ou 2 conseillers de votre choix? Si un de ces éléments-là manque sur l'avis de vérification, quelle sera la conséquence? Là, on va en parler quand on sera sur la partie contentieuse. Mais aujourd'hui, il y a une ligne directrice à tenir quand on reçoit les impôts en vérification. Généralement, on a peur de l'administration fiscale, nous tous. Quand on reçoit l'administration fiscale, on panique. C'est comme on reçoit la gendarmerie chez nous.
Alors que ce n'est pas la ligne de conduite à tenir face à une vérification de comptabilité. La ligne de conduite à tenir, c'est de voir est-ce que même la procédure n'est pas viciée. Autrement dit, l'avis qu'on a reçu, est-ce que l'avis comporte toutes les mentions obligatoires? Si une mention manque, l'article 603 va nous répondre plus tard en nous disant si ces mentions-là manquent dans l'avis de vérification, ça peut entraîner la nullité de la procédure. Donc pour moi, c'est très important, quand on reçoit un avis de vérification, de regarder la régularité de cet avis-là. Est-ce que cet avis-là comporte les mentions obligatoires fixées par l'article 582? Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, l'administration fiscale vous a envoyé l'avis. Et sur l'avis, on va vous indiquer la date de démarrage du contrôle. Deuxième vérification que l'on doit faire. Est-ce que le jour de la réception de l'avis et la date de démarrage du contrôle, c'est 4 jours francs? Par exemple, on ne peut pas recevoir l'avis hier vendredi et démarrer le contrôle mardi. Ce n'est pas possible. Il faut compter lundi, mardi, mercredi, jeudi pour qu'on puisse démarrer. Mais aujourd'hui, moi j'ai eu dans un cas, dans une grande société, où les gens ont envoyé l'avis le mardi pour démarrer le contrôle le vendredi. On ne les a rien dit. On les a laissés, ils ont tout demandé. Mais quand nous, on a eu à répondre, on leur a dit que la date de réception de l'avis de vérification et la date effective du démarrage du contrôle ne comptaient pas 4 jours francs. Et la conséquence, c'est quoi? Ça annule complètement la procédure de vérification. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? L'administration fiscale ne peut pas utiliser la même méthode de vérification parce que la procédure, elle est viciée. Donc la première chose à savoir dans le contrôle fiscal, quand vous recevez un avis de vérification, il faut regarder la régularité. Deux choses, le contenu et deuxième chose, il faut voir la date de réception de l'avis de vérification et la date effective du démarrage du contrôle. Ça, c'est très important. L'administration fiscale, durant la période de vérification, si l'administration fiscale doit emporter des documents avec vous, l'administration doit vous aviser à travers une requête en vous disant que nous, on a besoin de tel document, vous devez nous le donner sous vitesse. Et à travers cette requête-là, l'administration va nous aviser que ces documents seront emportés avec la vérification. Ça aussi, c'est quelque chose à contrôler. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, avant qu'on puisse parler de contentieux, il faut qu'on revienne au contrôle. Donc, pour être beaucoup plus pédagogique, donc, ce qu'on retient, ce n'est pas parce qu'une entreprise déclare tous les mois, tous les trimestres ou toutes les années que on dit que cette entreprise-là est régulière sur le plan fiscal. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a un quitus fiscal que l'entreprise est régulière sur le plan fiscal. J'ai entendu un grand patron de presse disant que oui, nous avons reçu il y a deux mois notre quitus fiscal. Après, l'administration fiscale nous a contrôlé pour nous réclamer 2 milliards. Je dis que le quitus fiscal n'a rien à voir. Le quitus n'est qu'un contrôle de forme. Parce que pour avoir le quitus fiscal, qu'est-ce qu'on vous demande? Vos 3 dernières déclarations de TVA, vos 3 dernières déclarations de versement de retenue sur salaire, vos 3 dernières déclarations de retenue à la source, votre déclaration de CELVA et la quittance de la taxe sur la publicité. Si tu as ça, le gars, il ne regarde même pas le contenu. Alors que l'entreprise va réaliser un chiffre d'affaires de 8 milliards, dire à l'administration fiscale, j'ai réalisé 4 milliards. Attention, ce n'est pas parce qu'on déclare qu'on est régulier. C'est à travers une procédure de vérification, à l'issue de la vérification, si vous recevez un avis d'absence de poursuite, c'est là où on peut dire que l'entreprise est régulière. Mais le quitus fiscal n'est qu'un contrôle de forme, pas un contrôle de fond. On est bien d'accord? Maintenant, si l'administration fiscale nous envoie l'avis, l'avis est régulier, la date de démarrage des contrôles et la date de réception de l'avis de vérification, il y a 4 jours francs, il n'y a pas de problème. On démarre le contrôle. L'administration peut rester 6 mois dans l'entreprise, c'est-à-dire venir à INSUP pendant 6 mois, demander à INSUP tous les
tous les documents. L'administration fiscale peut écrire à des clients d'INSUP, à des fournisseurs d'INSUP. L'administration fiscale peut demander à la banque les encaissements d'INSUP. Et la banque a l'obligation de répondre. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit de communication. Le droit de communication. Le droit d'enquête. L'administration a ce droit-là. On est bien d'accord? Maintenant, si la procédure de vérification se termine, c'est-à-dire l'administration a eu à vérifier INSUP pendant 6 mois, la première chose à savoir, à l'issue de la... je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand on démarre le contrôle, le premier jour du contrôle, il faut avoir une réunion de démarrage. Si le contrôle se termine, il faut faire une réunion de synthèse du contrôle. Et cette réunion de synthèse doit être sanctionnée par un PV fixé par l'article 594 du Code général des impôts. C'est une obligation. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? L'administration fiscale peut contrôler une entreprise, on fait la réunion de synthèse et l'administration fiscale n'envoie pas un PV de réunion de synthèse. Ça aussi, c'est une cause de nullité. Parce que quand on lit l'article 603 du point 2 du Code général des impôts, l'article 603 nous dit constitue une irrégularité qui annule la procédure de vérification, absence de débat contradictoire. Parce que c'est dans la réunion c'est pendant la réunion de synthèse que l'administration fiscale va souligner tous les points sur lesquels l'administration dit que nous avons fait des manquements. L'administration va nous dire, par exemple, vous avez des manquements en impôt sur les sociétés, vous avez des manquements en matière de TVA, en matière d'IRC, entre autres. Et ces manquements-là seront sanctionnés par une notification de redressement. Je vais y revenir. Mais il faut le PV. L'absence de PV constitue une irrégularité de la procédure. L'administration fiscale a l'obligation de nous envoyer un PV à l'issue de la réunion de synthèse. 1. Maintenant, si l'administration fiscale nous envoie le PV, quelques jours après, il va nous envoyer une notification de redressement pour nous dire, à l'issue de notre contrôle, voilà les manquements que vous avez. Et chaque impôt, on va nous dire, par exemple TVA, on va vous dire que vos manquements, c'est par exemple, il y a du chiffre d'affaires que vous n'avez pas déclaré. Par exemple, vous avez déclaré que vous avez 1 milliard de chiffre d'affaires alors que vous avez 1,5 milliard. Donc il y a un écart de chiffre d'affaires de 500 millions. Et cet écart de chiffre d'affaires-là sera sanctionné par des droits simples de temps et des pénalités de temps. Les droits simples, quand vous le voyez dans une notification de redressement, c'est les droits pour lesquels on devait payer s'il n'y avait pas de manquement. La pénalité constitue la sanction. On est bien d'accord? Pour chaque impôt. Mais c'est là où c'est intéressant. Vous savez, un redressement fiscal a un caractère pédagogique. Pourquoi on dit que le redressement fiscal a un caractère pédagogique? On vous dit que quand l'administration fiscale vous envoie une notification, dans la dite notification, l'administration fiscale doit inscrire tous les éléments pour lesquels vous avez eu des manquements. Et ces éléments-là, leur fondement doit être un fondement légal. Donc l'administration doit inscrire dans la notification de redressement tous les articles du Code général des impôts ou d'un texte légal qui vise la notification. L'administration ne se lève pas pour vous dire on vous sanctionne en matière de TVA parce qu'il y a un écart de chiffre d'affaires. L'administration forcément va vous dire que compte tenu de tel article du Code général des impôts. Maintenant, quelle est la conséquence? Lorsque l'administration fiscale ne fait pas mentionner tous les articles, la conséquence, on va y revenir, ça ne va pas décharger totalement la notification, mais les pénalités vont sauter. Autrement dit, si l'administration nous envoie une notification en matière de TVA, et l'administration ne vise pas tous les articles visés par la notification, ne sont pas cités dans la notification, dans ce cas, ça va entraîner l'annulation des pénalités. Ça n'annule pas la procédure, mais ça annule que les pénalités. Mais les droits simples vont subsister. J'avais dit tout à l'heure que les droits simples, c'est les droits qu'on devait payer s'il n'y avait pas de manquement. La pénalité constitue la sanction. Maintenant, si l'administration fiscale nous envoie une notification de redressement, l'administration fiscale doit mentionner 2 éléments très importants qu'il faut toujours vérifier. Premier élément, vous avez un délai de 30 jours pour répondre.
On est bien d'accord. Deuxième élément, vous avez le droit d'être assisté par un ou deux conseils de votre choix dans la notification. S'il y a un manquement, là-bas, ça annule carrément la procédure. D'accord. Maintenant, si l'administration fiscale nous envoie la notification de redressement, nous avons un délai de 30 jours pour répondre. Au-delà du délai de 30 jours, c'est comme nous avons accepté ce que l'administration fiscale nous reproche. Attention, donc il faut être très vigilant sur les délais. Si on réceptionne le courrier, par exemple, le 1er juin, au plus tard, le 1er juillet, on doit déposer notre réponse. Si on ne dépose pas le 1er juillet, c'est comme nous avons accepté tout ce que l'administration fiscale nous reproche. Donc, le délai de 30 jours, on doit le respecter. Et pendant ce délai, nous devons répondre. En répondant, nous donnons tous les éléments justificatifs par impôt. Impôt sur les sociétés, on va dire, voilà notre point de désaccord avec l'administration fiscale. TVA de même, IRC, entre autres. Si on envoie à l'administration fiscale le courrier déchargé, l'administration, elle a 60 jours. 60 jours pour faire quoi? Pour confirmer totalement le redressement, infirmer le redressement ou confirmer qu'une partie. Ça, c'est très important. Mais généralement, ils confirment hein, ce qu'ils disaient. Ils le confirment. Rarement, ils vont vous dire non, pour tel point, on abandonne. Ça arrive, hein? Mais c'est là où le contentieux démarre. Si l'administration fiscale nous envoie la confirmation de redressement et que nous sommes toujours sur notre lancé, que les éléments qu'on a exposés sont conformes à la loi, dans ce cas d'espèce, nous pouvons faire d'abord un recours hiérarchique. Donc le contentieux ici, il est d'abord administratif avant d'être juridictionnel. On fait un recours hiérarchique. L'administration fiscale nous a envoyé notre confirmation de redressement. Si l'administration fiscale nous envoie la confirmation, si la confirmation même, l'administration va nous dire, on va vous envoyer les titres de perception, c'est-à-dire les titres qui vont montrer que vous avez maintenant l'obligation de payer ses droits. Si les titres de perception sortent, on prend les titres de perception, la notification de l'administration fiscale, la confirmation et nos réponses. On l'amène sur la table du directeur général des impôts et domaines pour faire un recours hiérarchique. C'est comme si vous avez un problème avec un professeur dans cette école, vous l'amenez chez M. Diouf. Donc le recours il est d'abord hiérarchique. Donc le directeur général des impôts, quand il reçoit notre recours hiérarchique, il va le transférer à un bureau qu'on appelle le bureau de la législation. C'est là même où travaillait votre président, avant qu'il ne soit président de la République. Il était dans la direction de la législation. Maintenant, cette direction de la législation va lire le courrier, essayer d'exploiter tous les documents qu'il a pour répondre. Mais le problème, c'est quoi? Si vous déposez le courrier, pendant 3 mois, si l'administration fiscale ne vous répond pas, ça signifie que votre demande a été rejetée. Sans réponse. C'est-à-dire que l'administration, j'ai déposé un recours, l'administration ne m'a pas répondu pendant 3 mois, cela signifie que ma demande-là a été rejetée. Je prends le cas de M. Bougane. Je l'ai entendu, lui il a beaucoup de contentieux avec l'administration fiscale, il a dit, oui, quand on nous a notifié, on a répondu, après la réponse, l'administration fiscale a envoyé une confirmation. Après la confirmation de l'administration, nous avons fait un recours hiérarchique et l'administration fiscale ne nous a pas répondu. Il n'a pas bien lu l'article 708. L'article 708 nous dit, si vous faites un recours hiérarchique, s'il y a un défaut de réponse dans un délai de 3 mois, cela signifie que votre demande a été rejetée. Donc 3 mois sans réponse, comme ça on dit que la demande elle est une demande qui a été rejetée. Donc si la demande a été rejetée, c'est là où je peux faire ce qu'on appelle un recours juridictionnel. Je ne peux pas quitter le recours hiérarchique pour aller vers le recours juridictionnel directement. C'est une procédure. On est bien d'accord? Il faut d'abord faire le recours hiérarchique.
Le recours hiérarchique, soit vous avez deux possibilités. L'administration fiscale vous répond et vous n'êtes pas satisfait de cette réponse-là, ou bien l'administration fiscale ne vous a pas répondu dans un délai de 3 mois. Parce que si on ne vous répond pas, encore une fois, dans un délai de 3 mois, cela signifie que votre demande a été rejetée. Imaginons que l'administration reste 3 mois sans répondre, et généralement c'est comme ça. Généralement, l'administration ne répond même pas. Surtout pour les petits dossiers là où le montant n'excède même pas le milliard. Ils se disent que ce n'est pas des dossiers où, sur le plan recette, c'est extrêmement important. Mais si l'administration fiscale ne répond pas dans le délai de 2 mois, de 3 mois, autant pour moi, c'est là où je peux faire ce qu'on appelle un recours juridictionnel. Je peux aller au tribunal pour aller voir le juge. Mais c'est là où c'est intéressant. Parce que le recours juridictionnel est exercé suivant une procédure bien définie. D'abord, le recours n'est pas suspensif. Ce n'est pas parce qu'il y a un recours que tu ne dois pas payer, tu ne dois plus payer les droits réclamés par l'administration fiscale. Ça, c'est depuis le code de 2012. Deuxième chose, la commission d'avocats n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que pour faire le recours juridictionnel, je n'ai pas l'obligation de chercher un avocat. Mais pour faire un recours juridictionnel, il faut offrir des garanties à l'administration fiscale. L'article 714 du code dit, pour que la procédure soit recevable, il faut que le contribuable puisse offrir à l'administration fiscale des garanties ci-après. On est bien d'accord? On met tout le montant réclamé par l'administration fiscale dans un compte spécial du Trésor. Première garantie. Deuxième garantie, 25% du montant doit être consigné au niveau de la CDC, la Caisse de dépôt et de consignation. Troisième garantie, il faut donner ce qu'on appelle une affectation hypothécaire. Quatrième garantie, il faut faire un nantissement de valeur mobilière. Donc, si vous donnez une de ces garanties-là, c'est là où le juge va ouvrir un dossier pour permettre au contribuable de commencer à déposer ses conclusions. Ce n'est pas une audience où il faut venir plaider. On dépose les conclusions. On écrit, on dépose. Quand on écrit même, en déposant, on vous dit qu'il faut déposer en 2 exemplaires. Un exemplaire, c'est pour le juge, l'autre exemplaire, on donne à l'administration fiscale. L'administration, elle aussi, elle va répondre. Je réponds, l'administration répond. C'est comme ça que ça se passe, jusqu'à ce que les deux parties disent que nous envoyons plus de conclusions. Dans ce cas, le juge va prendre une ordonnance de clôture. Après l'ordonnance de clôture, la décision sera envoyée en délit délibéré. C'est comme ça en réalité, pour ne pas... il me signale encore le temps, donc... Parce qu'il ne me laisse jamais en paix, vous allez comprendre pourquoi, mais je termine. Je disais qu'il faut que la procédure soit régulière. Sinon, le juge ne va jamais accepter le dossier. Si vous quittez, par exemple, sautez le recours hiérarchique pour aller directement vers un recours juridictionnel, ce sera rejeté. Si vous n'offrez pas de garantie, comme édicté par l'article 714, le dossier ne sera pas recevable. Troisième chose, et j'insiste sur ça, ce n'est pas parce qu'on a fait un recours que le recouvrement est suspensif. Le contentieux de l'assiette n'a rien à voir avec le contentieux du recouvrement. C'est 2 formes de contentieux différentes. Pour terminer, il faut comprendre que l'administration fiscale sénégalaise dispose de pouvoirs exorbitants de droit commun. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui toutes les chaînes de télévision ou les entreprises de presse en général, aujourd'hui, ont connu un ATD, un avis de tiers détenteur, où les comptes sont bloqués. Parce que l'administration peut se lever, écrire à toutes les banques où, par exemple, le groupe Fidèle Média a un compte, pour dire que je fais un ATD. Et la banque va exécuter tout de suite. Tant que l'administration fiscale n'a pas envoyé à chaque banque ce qu'on appelle un avis de main levée de l'ATD, dans ce cas, les banques là disent au groupe Futurs Médias, vous ne pouvez pas retirer de l'argent dans votre compte. Vous pouvez verser, mais vous ne pouvez pas retirer. Donc c'est sur ces mots-là que je vais terminer mon exposé.
Peut-être en attendant après des questions éventuelles pour des éclaircissements supplémentaires. Je vous remercie.